On va être amené à clore cette matinée avec un moment important pour nous et un peu exceptionnel, puisque nous pouvons compter sur la présence à la fois, Madame la députée, je vous en remercie, d'Isabelle Le Callennec, ainsi que la présence de Thierry Pech, qui est le directeur de Terra Nova, vous savez, sur des registres différents, avec des perceptions, des visions différentes. Terra Nova et Montaigne cherchent à irriguer le débat public en France. Il se trouve, c'est un fait exceptionnel, mais il se trouve que sur la question qui nous occupe ce matin, nous avons, cher Thierry, convergé. Nous avons convergé par hasard, par accident, sans le vouloir. Et au final, je pense que cette première convergence entre nos deux think tanks montre bien que la question qui est soulevée ce matin dépasse de loin des oppositions politiques, politiciennes, même si on reste dans le champ politique avec ce qu'il a de plus noble, et qu'au fond, d'une certaine façon, cette convergence est sans doute utile pour faire avancer le débat public, au sens où, je crois, doit susciter l'intérêt, le questionnement de ceux qui, chacun jouant son rôle, les politiques, les partenaires sociaux, vont être amenés à se saisir de cette opportunité offerte par la présence du travail, évidemment, rendu par Jean-Denis Combrexel, mais également des travaux rendus par les uns et par les autres depuis plusieurs semaines sur cette question du dialogue social. On a donc la chance de vous avoir tous les deux pour débattre et voir si au fond cette convergence, Madame la députée, dépasse le cadre des think tanks, peut-être pour d'ores et déjà pénétrer dans la sphère publique, sachant qu'il y a quelques déclarations d'ores et déjà de membres de votre parti qui sont intéressantes, et on avait à cœur, pour conclure cette matinée, sous forme de clin d'œil, mais aussi de débat éminemment politique, d'en discuter avec vous. Merci de votre présence à tous les deux. Merci, bonjour. Effectivement, on a envie de vous entendre sur tout ce qui a été dit depuis le début de la matinée, et puis sur ce dialogue social qui va être profondément chamboulé dans les années à venir, et dans les rapports, dans les derniers rapports justement, qui proposent des pistes d'évolution certaines. Madame Le Callennec, vous pouvez déjà réagir pour justement sur le contenu de ces rapports, ce que vous avez pu, quelle analyse vous pouvez en tirer? Oui, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Je me présente quand même en quelques mots. Moi, je suis députée d'Ille-et-Vilaine en Bretagne depuis juin 2012, donc c'est assez récent. J'ai été auparavant salariée dans une entreprise en particulier, et j'ai servi un grand ministre, Pierre Méhaignerie, donc qui m'a toujours appris qu'il fallait à la fois concilier la compétitivité économique et la cohésion sociale. Et moi, j'observe que c'est tout à fait possible sur nos territoires. Je siège à la commission des affaires sociales. Et donc, j'ai eu à traiter avec nos collègues de la majorité de 4 lois en particulier, qui sont la loi sur la sécurisation de l'emploi, la loi sur la formation professionnelle, la loi sur l'économie sociale et solidaire, et dernièrement la loi sur le dialogue social. Et force est de constater un échec terrible, puisqu'on évoquait la loi, le règlement tout à l'heure, c'est qu'on a 1 million de chômeurs depuis 3 ans en plus, malgré 4 lois. Donc plus ça va, plus je me dis que c'est pas avec la loi qu'on va résoudre le problème de l'emploi, du chômage, et qu'on va répondre aux attentes des chefs d'entreprise qui sont on ne peut plus claires. Moi, j'ai donc, je vous le disais, travaillé en entreprise. Je visite chaque semaine dans ma circonscription des entreprises de toute taille, et j'observe que depuis des années, on nous demande la même chose. Alors j'essaie de me poser la question de savoir pourquoi ça n'avance pas. Vous l'avez dit au cours de la table ronde précédente, il y a un certain nombre d'acteurs autour de la table. Il y a le politique, qui pour moi doit donner le cadre au niveau national. Il y a les partenaires sociaux, qui sont des interlocuteurs majeurs pour ce qui concerne l'emploi et le travail. Mais il y a aussi l'administration. Et moi j'observe qu'on peut voter des lois, après elles repassent à la moulinette des administrations, et puis après il y a comment elles s'appliquent concrètement sur le terrain quand elles s'appliquent. Vous évoquiez la question du temps, le temps du politique et de l'administration n'est absolument pas celui des entreprises. Et il y a le juge, de plus en plus. Donc comme vous disiez tout à l'heure, je pense que chacun doit prendre ses responsabilités à son niveau. Je suis ravie de constater qu'il y a au moins un constat partagé.
sur ce qu'il conviendrait de faire et sur une idée que moi je partage depuis des années, qui est de se dire, c'est quand même aux entreprises sur le terrain, à l'intérieur même de ce qui fait le cœur de la richesse de notre pays, chefs d'entreprise et salariés. Pour moi, les salariés, c'est le capital humain d'une entreprise, c'est au moins aussi important que le capital tout court. C'est bien à cet endroit-là qu'on doit travailler, dialoguer en bonne intelligence. Si c'est pas possible, et même quand c'est possible, les branches ont leur rôle à jouer, mais il n'en faut pas 700. Il en faut moins que ça. Le ministre Rebsamen, qui vient de nous quitter, avait ouvert ce chantier de la réduction du nombre de branches. Moi, j'espère que ce chantier ira jusqu'au bout. Et puis, il y a les fameux accords nationaux interprofessionnels, dans lequel, à titre personnel, je crois de moins en moins. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'il faudra faire un choix. Soit on a des accords nationaux interprofessionnels, et ils s'appliquent, et le politique n'a pas à mettre son nez dedans. Soit on considère que la règle, c'est aux politiques de la fixer, et à ce moment-là, le président de la République, le gouvernement, le Parlement prennent leurs responsabilités. Quand on compare ce qui se passe en Allemagne ou en Angleterre, c'est l'un ou l'autre. Mais nous, on est entre les deux. Et en effet, envoyer une feuille de route aux partenaires sociaux en leur disant « si vous ne vous entendez pas, le politique reprendra l'affaire et aura le dernier mot », moi je trouve que ce ne sont pas des méthodes. Soit on fait confiance aux partenaires sociaux, soit on considère que c'est de la responsabilité du politique. Voilà, en quelques mots, moi je suis très confiante. Sauf que, au-delà des discours, il faudra des actes. Et quand j'entends ce que j'ai entendu ce matin, que je lis vos rapports, qu'on voit qu'il y a des pistes de travail et que le constat est partagé, mais que d'emblée, hier, dans les annonces du président de la République, on ne touche pas au contrat de travail, on ne touche pas à la durée légale du travail, je me dis, il faut être capable de ouvrir le débat sans tabou, entre gens raisonnables et responsables. Et il y aura une question qui sera posée, c'est en effet celle de la représentativité de ceux qui sont autour de la table, comme vous disiez tout à l'heure, les uns en face des autres, pour discuter ensemble. Parce qu'au final, les victimes, si nous, on n'arrive pas à s'entendre au niveau national, ce sont en général les salariés. À force de trop vouloir les protéger, d'abord on protège ceux qui sont déjà dans l'entreprise, ce qu'on appelle les insiders, et on ne protège pas les outsiders. Et je pense en particulier aux jeunes qui veulent rentrer sur le marché du travail et à qui on ferme les portes parce que ceux qui y sont aujourd'hui sont effectivement ultra protégés. On a tout verrouillé au fil du temps. Et quand vous votez des accords nationaux interprofessionnels et qu'on doit nous les transcrire dans la loi, on rajoute des pages au code du travail, systématiquement. Voilà. Donc, on marche à l'envers. Le système, il est à bout de souffle. Je vous livre les choses telles que je les vis et telles que je les observe en étant une actrice impliquée à l'Assemblée nationale sur ces textes-là. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens raisonnables, beaucoup de gens qui sont capables de se retrouver sur des solutions concrètes qui feront avancer la vie des entreprises, parce que ce sont elles qui créent l'emploi, mais je vous assure que ce n'est pas toujours partagé dans l'esprit de tous les députés. Il faut asséner que ce sont les entreprises qui créent les emplois dans notre pays. C'est une petite musique qui commence à être entendue, mais pas par tous, puisque parfois il faut agiter le 49.3 pour que ça passe. Donc à un moment donné, il y a un principe de réalité. Moi je ne demande qu'à ce qu'on progresse collectivement, mais encore une fois, il faut pour ça avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Je ne parle pas du Sénat, puisque l'Assemblée a le dernier mot, donc c'est une réalité là aussi. Quand bien même sur le dialogue social, le Sénat a corriger un certain nombre d'effets pervers de cette loi, qui compte des bonnes choses aussi, mais qui n'en compte pas que des bonnes. L'Assemblée nationale a le dernier mot. Voilà ce que je voulais dire peut-être en préambule. Pardon d'avoir été un peu long. Thierry Pech, est-ce que vous partagez ce constat d'un dialogue social finalement à bout de souffle? Est-ce que c'est un peu la conclusion qu'on peut tirer des propositions que vous faites, qui sont, c'est vrai, qui bousculent en fait le paysage français? Et puis, moi j'aimerais savoir quel est le rôle selon vous du politique là pour le coup. Comment il peut accompagner le dialogue social? D'abord un mot de réaction sur la convergence lourdement soulignée par Laurent et par beaucoup de médias cette semaine. Il y a effectivement une convergence manifeste sur beaucoup de points importants
et quelques différences qu'il faut tout de même rappeler. Je pense que les propositions de l'Institut Montaigne donnent un rôle plus grand que les nôtres à l'accord d'entreprise, et nous donnons un rôle plus grand côté Terra Nova aux accords de branche et à ce qu'on appelle l'ordre public professionnel. Donc quand on va entrer dans les détails, vous savez que le diable s'y cache souvent, on va avoir des débats complexes. Moi, ce qui m'importe, et je crois qu'avec Laurent on partage cette intention, c'est pas de faire que les débats soient plus unanimes, c'est de faire qu'ils soient plus sérieux et plus à l'aplomb des inquiétudes et des responsabilités du moment. Et c'est ça notre rôle. Le rôle du politique en face, c'est autre chose, c'est de décider, parce qu'il a la légitimité de le faire. On reviendra sur ce point peut-être tout à l'heure. Effectivement, on est parfois obligé d'utiliser le 49.3, mais parce qu'on n'est pas sûr que des députés de l'opposition qui sont d'accord avec le fond de la loi vont néanmoins voter pour elle. Et devant cette incertitude, le 49.3 est la dernière solution pour faire un certain nombre de choses. Nos institutions poussent parfois à la bêtise, c'est ça que je voudrais dire. Plus que le dialogue social, c'est la Ve République qui est à bout de souffle, si vous voulez mon avis. La Ve République est à bout de souffle, pour le dire d'un mot, et après je reviens sur le dialogue social. Elle est à bout de souffle parce que c'est un winner take all appliqué à la politique, la Ve République. Soit vous réunissez votre camp et vous gagnez, soit vous n'arrivez pas à le réunir et vous perdez tout. Dans un cas, vous gagnez tout, dans un cas, vous perdez tout. C'est pas comme ça dans les régimes parlementaires. Hein. Et pour réunir votre camp, eh ben, il faut aller chercher des gens qui sont beaucoup plus radicaux que vous n'êtes, très souvent. Il faut faire des concessions très coûteuses politiquement, d'un côté et de l'autre. Et quand vous êtes député, pardon Madame la députée, vous faites certainement exception à cette règle, vous vous inquiétez quand même assez vite, au lendemain d'un scrutin, sur la question de savoir à qui vous devrez votre prochaine investiture. Et cette question, elle est rationnelle, elle est raisonnable. On ne peut pas demander à des acteurs de s'autodétruire, de se suicider ou de se sacrifier sur l'autel de la vertu. Bien sûr qu'ils pensent à leur propre conservation, individuellement et collectivement. Mais que les institutions offrent une prime si grande à ce type de raisonnement est quelque chose qui finit par poser problème. Je ne suis pas sûr que le Parlement et les institutions telles qu'ils sont faits aujourd'hui soient capables de faire avancer, quelles que soient les sensibilités, de faire avancer rapidement sur les chemins qui nous réunissent aujourd'hui. Alors, sur le dialogue social. Moi, je viens d'une famille de sensibilité que Jean-Paul Boucher connaît bien, qui est pas vraiment étatiste, plutôt girondine, très social-démocrate, et qui pense que la société a la capacité de s'organiser elle-même sur bien des sujets. Il n'y a quand même pas besoin du politique matin et soir pour prendre des décisions à sa place. Voilà. Alors, ça paraît exotique en France, ce que je dis là. C'est très surprenant. Il y a beaucoup de pays en Europe où c'est une banalité telle qu'on me dirait, allez, c'est bon, passe à autre chose, ça on sait, on est d'accord, parce que c'est le catéchisme commun des grandes social-démocraties européennes. C'est pas le cas chez nous. Ça n'est pas le cas chez nous, et c'est pour ça que je suis même assez surpris des commentaires parfois étonnés devant l'audace de nos rapports. Bon, encore que l'Institut Montaigne vienne sur des positions social-démocrates, si on était un peu cultivé, on se dirait tiens, c'est un déplacement intéressant, mais que Terra Nova cultive des positions social-démocrates, ça ne devrait surprendre personne. Or, ça surprend beaucoup plus que le fait que l'Institut Montaigne vienne sur ces positions. Vous voyez, quand même, on vit dans un climat intellectuel, culturel, politique, idéologique, qui est déréglé. Il n'y a pas d'autre mot, il est déréglé. Donc ce n'est pas le dialogue social qui est à bout de souffle. Le dialogue social, on peut le réveiller. J'en ai la conviction. D'ailleurs, le fait que les partenaires sociaux dans ce pays soient peu représentatifs n'est pas le fait d'une quelconque méfiance à leur égard, je crois. Il est beaucoup plus le fait d'un système qui ne leur a donné aucun rôle, ou un rôle trop petit. Regardez partout où un rôle plus grand leur est donné, ils sont plus représentatifs, ils sont beaucoup plus développés. Donc le chien se mord la queue, si vous voulez, dans cette affaire. Si on ne change pas le rôle qu'on leur confie, ils resteront ce qu'ils sont, voire ils deviendront plus petits encore. Voilà le problème, si vous voulez. Donc, pour me résumer et finir, parce que je ne voudrais pas être trop long, puis on a des sujets sans doute de conversation avec Madame la députée, ces idées viennent de loin en réalité. On les croit neuves, elles viennent de loin. Voilà. Ces idées social-démocrates, appelez-les comme vous voulez, moi je les appelle social-démocrates, qui consistent à donner plus d'autonomie
dans la production des normes aux partenaires sociaux, c'est-à-dire à ceux qui sont sur le terrain, dans les branches et dans les entreprises, parce qu'on pense que les décisions qu'ils prendront seront plus adaptées à la situation, à leur situation. Ces idées viennent de très loin. Donc on leur a fait un lifting, on les a habillés de mots nouveaux, et le temps est sans doute venu maintenant de leur donner un rôle efficient dans notre vie collective. Et ça, le politique est prêt à donner ce rôle efficient aux partenaires sociaux ? J'espère. J'espère avec vous. Je répondrai juste sur la loi Macron, qui est un bon exemple. La loi Macron, moi j'ai des collègues qui ont passé des jours et des nuits pendant 15 jours, première lecture, deuxième lecture, troisième lecture. C'est une loi où il y avait 100 articles au départ. À l'arrivée, il y en a quasiment 300. Il y avait des articles qui faisaient consensus, que les Républicains ont voté, mais il y avait majoritairement des articles qui, eux, faisaient débat, j'allais dire casus belli. Elle est votée, et on entend déjà des débats revenir sur le travail du dimanche. Ça veut bien dire, et là je vous rejoins, qu'il y a un vrai problème d'organisation de nos institutions, de ce qu'on vote, de la façon dont derrière c'est, entre guillemets, digéré. Et ça, je pense que si on ne le change pas, on ne pourra pas mettre en œuvre les préconisations excellentes de Terra Nova ou de l'Institut Montaigne. Parce que quand on voit comment on travaille au Parlement en particulier, quand on voit à quel point les discours qui peuvent être tenus, par exemple, dans les grandes conférences sociales qui se réunissent tous les ans, et l'application de ce qui est décidé entre les uns et les autres, il y a un tel décalage qu'on peut discourir, on se retrouve dans 10 ans ici au même endroit, et on fera les mêmes constats. On a fait connaissance la semaine dernière à l'université d'été du MEDEF. Moi, c'est la première fois que j'y allais. J'étais pas à La Rochelle et vous non plus, je crois. Nous n'étions pas conviés. J'entendais des discours que j'entends depuis 20 ans. Et je me dis, mais c'est pas possible. Moi, j'ai des jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Je rencontre tous les jours des parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Je pense qu'on a un pays qui a de formidables atouts, mais il y a des freins extraordinaires. Il y a du corporatisme, il faut dire les choses. Donc le politique devra aussi avoir du courage. On s'arc-boute sur ce qu'on appelle des acquis. Alors tant mieux pour ceux qui ont acquis les acquis. Mais quid de ceux qui n'ont pas encore acquis les acquis. Donc je pense que en faisant raisonnable, on peut réussir à avancer. Donc il y a ce problème des institutions et moi je vous dis ça fait 3 ans que je suis députée, enfin je parle sous le contrôle d'Hervé, je me dis qu'on peut pas continuer à travailler comme ça. Alors j'espère que des jeunes de ma génération, alors je parle pas de mon âge, mais des jeunes qui viennent d'arriver, ce que j'appelle la promo 2012, on saura se retrousser les manches et qu'on essaiera de faire en sorte que les choses changent, ne serait-ce qu'à l'Assemblée nationale. Mais en attendant, parce que les entreprises, c'est maintenant, elles ont besoin de réponses. Moi, je crois beaucoup à l'initiative locale. Je suis conseillère départementale à Vitré. Vitré, c'est un territoire où on a un peu plus de 5% de taux de chômage, 42% des salariés qui travaillent dans l'industrie. Ça veut dire qu'on peut avoir un territoire industriel qui produit des richesses, avec des salariés qui ont l'éthique du travail, et avoir un taux de chômage relativement faible. Comment on fait? Alors là, je rends un hommage appuyé à Pierre Maignery, qui depuis 40 ans milite sur le terrain pour développer les entreprises. On a chez nous ce qu'on appelle un esprit business friendly, et tout est fait pour en effet favoriser la vie des entreprises et ne pas leur pourrir la vie, ne pas leur compliquer la vie, ce que j'ai le sentiment qu'on fait au niveau national en permanence, mais au contraire leur faciliter l'implantation, le recrutement, parfois je dirais le décrutement, puisqu'on parle comme ça maintenant, à l'échelle d'un bassin d'emploi, on s'organise. Moi, je préside le comité consultatif de la Maison de l'Emploi du Pays de Vitré. Comité consultatif, je réunis régulièrement les fameux partenaires sociaux à l'échelle d'un territoire. Mais je peux vous dire que le discours n'est absolument pas le même que celui qu'on entend au niveau des postures, au niveau national. Je les réunis avant chaque examen de loi qui les concerne et je les réunis
quelques mois après, pour voir comment ça s'applique concrètement. Moi, je crois beaucoup à cette capacité qu'on a les uns et les autres de se mobiliser à l'échelle des territoires pour, en effet, favoriser l'articulation entre la compétitivité économique et la cohésion sociale, et j'insiste beaucoup là-dessus. Je pense que ça viendra des territoires, en attendant qu'on soit les uns et les autres suffisamment raisonnables pour suivre vos préconisations. Je pense qu'on peut le faire. Il se trouve qu'on a des institutions locales pour ça. Je pense aux régions, qui ont la compétence développement économique, formation professionnelle et orientation. Et chacun sait à quel point, sur ces 3 sujets-là, on a du travail sur la planche. Et je crois aussi beaucoup, nous on l'a mis en place, à ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau territorial, où là, les partenaires sociaux sont obligés de se parler et ça se passe correctement, tout simplement parce que on ne parle pas de façon anonyme. On cite des entreprises, on cite des salariés. Ce sont à la fois des entités humaines qui sont incarnées dans des chefs d'entreprise, dans des salariés, dans des employés, dans des ouvriers. Donc moi je crois que déjà à ce niveau-là, on peut agir, on le fait au niveau des territoires. Et j'espère vraiment qu'au niveau national, la conférence qui doit avoir lieu, je crois que c'est le 19 et le 20 octobre, qui doit travailler sur la fameuse articulation entre les accords nationaux interprofessionnels et la loi, tentera de déverrouiller un certain nombre de handicaps qu'on se met les uns et les autres. Donc il faut qu'on travaille tous dans le même sens. Mais pour ça, il faudra dégager aussi une majorité, parce que le président de la République a quand même annoncé une loi sur cette question, alors qu'on vient d'en voter une. C'est ça qui est un peu agaçant, si vous voulez, c'est qu'on vote des lois et tout de suite après on fait les constats que vous faites, et je pense que Jean-Denis Combrexel va faire sans doute les mêmes constats que vous, va faire des préconisations, mais vont dans le même sens. On a passé des jours et des nuits à l'Assemblée et au Sénat sur la loi dialogue social, et c'est maintenant qu'on va nous proposer un rapport. Donc on travaille très mal. Moi, j'en fais le constat depuis 3 ans. J'ai pas envie qu'on continue comme ça très longtemps, parce que, encore une fois, les victimes, ce sont les entreprises et les salariés de notre pays. C'est le dialogue social. Le dialogue social territorial, enfin, il va falloir effectivement le booster, le rebooster quand on entend Madame la députée. Quelles sont vos préconisations sur ce sujet-là, en fait ? On n'a pas de préconisations récentes sur ce sujet précis. Ce que je voudrais souligner, c'est que tout ne peut pas se passer dans la joie et la bonne humeur tout le temps non plus. C'est-à-dire que les débats au Parlement, si une loi est présentée sur ces sujets au début 2016, vont être probablement agités. Bon. Mais ce n'est pas que le problème de la classe politique, là, en l'occurrence. Je pense que sur le terrain, le changement culturel qui est complémentaire des propositions que nous faisons, appelle de la part des acteurs un autre fonctionnement, une autre façon de se poser les problèmes. Il y a malheureusement, et ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il y a malheureusement dans ce pays des employeurs, des patrons qui n'ont pas du tout envie de dialoguer, qui n'ont pas du tout envie de négocier, vous savez, qui se vivent patrons de droit divin, comme on disait autrefois, et qui n'ont pas du tout envie de négocier. Et puis, il y a aussi des syndicats qui n'ont pas du tout envie de prendre la moindre responsabilité, et pas simplement au niveau des postures nationales. Donc, c'est ces cultures-là qu'il faut changer également. Vous voyez, c'est un changement en profondeur. Alors, moi, comment on y parvient à ce changement culturel ? On y parvient en mettant les gens en responsabilité. Moi, je crois à ça, si vous voulez. Quand les gens sont en responsabilité, ils rendent compte de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils ont refusé de faire. Et on peut leur dire, 6 mois, 1 an plus tard, tu n'as pas voulu, tu n'as pas signé, tu n'as pas négocié. Eh bien voilà, tu n'as pas d'accord. La proposition qu'on fait, elle est mal comprise sur un point qui est fondamental. On ne dit pas, demain matin, on brûle le code du travail. On dit, on peut y déroger, sous réserve de respecter l'ordre public social au niveau national et l'ordre public professionnel au niveau des branches. Bon. Mais ceux qui ne feront pas d'accord, qui ne seront pas capables de faire des accords, ils continueront à vivre dans le monde ancien. Parce qu'ils l'auront choisi. Ils seront responsables d'être restés dans le monde ancien. Ce ne sera pas facile, etc. Mais moi, je crois que des accords sont possibles sur bien des sujets. Et qu'en libérant
la capacité des acteurs à prendre des décisions, on peut faire des choses très substantielles, très significatives, et plus vite qu'on ne le ferait en attendant tout du législateur. Si je compte les réformes un peu structurelles en matière sociale par législature, une législature durant 5 ans, et sauf à changer la durée des législatures, on ne peut pas espérer d'ici 25 ans avoir fondamentalement changé le système. C'est un problème. Parce que, je ne sais pas, je ne connais pas votre âge à chacun, je connais le mien, dans 25 ans, je ferai autre chose. Vous voyez ? Je me souviens de François Chérec, auquel je rends hommage en passant. Il avait publié un livre qui s'appelait « Réformiste et impatient ». Et ce titre venait d'une discussion assez drôle que nous avions eue, lui et moi d'ailleurs, avec quelqu'un qui nous avait dit « Quand j'avais 20 ans, j'étais révolutionnaire, mais j'avais le temps. Maintenant, vous voyez, j'ai 50 ans, je suis réformiste, mais j'ai plus le temps, il faut que ça bouge. » Donc, s'il nous faut 25 ans pour changer les choses, c'est pas possible. Voilà, on aura perdu trop de temps, trop de force. Et donc je pense qu'en donnant du pouvoir aux acteurs, on les met en responsabilité et les choses peuvent aller plus vite. C'est ça ma conviction. Je peux me tromper, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais je crois que c'est comme ça que ça peut marcher. Vous vouliez réagir, Madame Lekena ? Oui, Vous avez le droit, hein. J'étais venue ici pleine d'espoir en voyant que vous étiez sur des positions communes, et là vous venez de nous dire que dans 25 ans les choses n'auront pas forcément évolué. Moi je pense qu'on va être bousculé par la jeunesse. Vous aviez une première table ronde sur les nouvelles formes de travail, sur l'introduction du digital et du numérique qui révolutionne complètement notre façon de faire, et du rapport que les jeunes entretiennent avec le travail. Donc ça va nous bousculer sérieusement. Alors, moi, je vous rejoins sur la responsabilité. C'est une valeur qui est très forte chez nous. Les chefs d'entreprise, quand on les rencontre, j'avais encore hier une réunion avec une cinquantaine de chefs d'entreprise du secteur donc de Vitré Communauté, tout secteur d'activité confondu, certaines qui vont bien, d'autres qui vont moins bien. Elles nous demandent plus de liberté. Et moi, j'associe toujours les deux, la liberté et la responsabilité. Donc, je pense que là-dessus, ça peut faire consensus entre nous, à la condition qu'en effet, chacun prenne sa part de responsabilité, que chacun sache ce qu'il a précisément à faire dans la co-construction dont il était question tout à l'heure, dans ce qu'on doit, à mon avis, faire avancer dans cette communauté économique. Et j'ai envie de dire que on doit quand même les uns et les autres essayer de faire avancer les choses. Je ne sais pas si on est des révolutionnaires, mais par moments, je vous assure qu'on a envie d'être des révolutionnaires sur ces questions-là. On a parlé du code du travail, il va en être question chez nous. Alors moi, j'ai la chance d'être en charge auprès d'Éric Woerth de la rédaction du projet des Républicains. Fin septembre, le 30 septembre, on fera une journée spéciale sur la question du Code du travail, dont on nous dit qu'il a aujourd'hui 8000 articles. Moi, je pense qu'il faut, malgré tout, alors c'est peut-être ça un peu la révolution, repartir d'une page blanche et se redonner droits et devoirs en matière de relations au travail. Bon, peut-être c'est un peu utopique, mais permettez-nous de l'être. Et si je dois en un mot conclure cette matinée, puisque c'est ce que vous nous avez demandé de faire, j'ai bien aimé tout à l'heure ce que vous avez dit. La pire des choses serait aujourd'hui le statu quo. Voilà, et je crois qu'on a tous les ingrédients pour que les choses changent. Moi, j'ai tendance à penser qu'on en est dans une telle situation en France avec ce chômage de masse qu'il faut que ce soit un peu radical, si je peux me permettre. Donc, on fera des propositions. Justement, sur ces nouvelles formes d'emploi, elles vont... et la société qui est en train d'émerger, en fait, avec des aspirations de ces jeunes, et finalement pas forcément que des jeunes, d'ailleurs. Hein. Il peut y avoir aussi des moins jeunes qui aspirent à d'autres choses. Ça va profondément bouleverser le dialogue social. Alors, deux réactions. La première... On parle beaucoup du droit social et du droit du travail. Et en fait, là, on parle du présent et du passé. L'avenir va ressembler un peu à autre chose, probablement, et on va devoir inventer un nouveau droit, qui n'est peut-être pas le droit du travail et le droit social, mais plutôt le droit de l'activité professionnelle. Je voudrais dire un mot là-dessus. Mais un moment sur la page blanche.
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour deux raisons. D'abord parce que c'est le fantasme qu'on a quand on est dans l'opposition. Quand on y est, on pense qu'il faut. Si, je vous assure, j'ai vu ça de l'autre côté. On peut être traversé par ce genre d'idée qu'on va pouvoir tout refaire. En fait, c'est très compliqué de tout refaire. Et deuxième point, c'est que si le droit social, le droit du travail est compliqué, c'est pas simplement parce qu'on y a mis beaucoup de mauvaise volonté, c'est parce que la réalité est compliquée. Si demain on donne aux partenaires sociaux le pouvoir et la responsabilité que je voudrais qu'on leur donne, ils vont pas faire un droit social plus simple. Ils vont faire un droit social plus pertinent pour leur réalité, plus lisible à leurs propres yeux, mais pas moins complexe. Au total, regardez le droit social aux États-Unis, il n'est pas simple du tout. C'est très compliqué partout, le droit social, dans les démocraties et les pays développés. Donc arrêtons de taper sur la complexité du droit social. C'est pas ça la bonne cible. La bonne cible, c'est l'illisibilité et l'inefficacité. C'est ça le problème. Mais on ne va pas avoir demain un droit social plus simple. Il faut qu'on ait un droit plus efficace et plus lisible, ce qui n'est pas la même chose. Donc moi, je crois qu'il faut changer les processus de production des normes, beaucoup plus que tout raser, tout reconstruire. Parce que tout raser, tout reconstruire, ça va prendre beaucoup plus longtemps que ce qu'on imagine, me semble-t-il. Alors maintenant, sur les nouvelles formes d'emploi. Oui. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on parle beaucoup du droit social, c'est-à-dire d'un droit qui a été fondamentalement, dans son ADN, conçu pour une société industrielle, pour la civilisation de l'usine. C'est dans ce contexte-là qu'on a créé le droit social. Bon. Et en gros, ce droit, il correspond à une société dans laquelle le salariat est ultra majoritaire. Aujourd'hui, population salariée, on est monté au-dessus de 90% en France. Et si on regarde les pays voisins, c'est la même histoire. Mais ce qu'on observe en tendance, c'est plus la progression du salariat, c'est son érosion. D'abord, on appelle salariat des choses qu'on n'aurait pas osé appeler salariat en 1972-73. On n'imaginait pas que le salariat, ce serait autant de CDD, autant d'inté... Bon, bien sûr qu'il a déjà changé. Mais là, on voit autre chose. On voit des relations commerciales se substituer à des relations d'emploi dans quantité de domaines. Et ça expose bien sûr les travailleurs à des formes d'insécurité importantes, mais ça expose aussi les entreprises d'aujourd'hui à des transformations radicales de leur organisation et de leur modèle d'affaires. C'est-à-dire qu'on va devoir se poser des questions très fondamentales dans les années qui viennent. Et ça va être notre job à Laurent, à l'Institut Montaigne, à moi à Terra Nova et à d'autres think tanks. On va devoir se demander qu'est-ce que c'est qu'une entreprise dans un monde de plus en plus granulaire. Bon. Et comment on protège des actifs qui sont de plus en plus dissociés les uns des autres. Bon. Et au fond, on va devoir imaginer un droit de l'activité professionnelle qui mettra dans un continuum des gens qui seront dans un rapport de subordination juridique tel qu'on le connaît aujourd'hui, le salariat classique, parce qu'il y a des domaines, si vous voulez fabriquer un Airbus, il faut quand même qu'il y ait des liens un peu pérennes entre des gens organisés. Voilà. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, des gens très indépendants. Et ce droit de l'activité professionnelle, il va falloir le faire reposer sur des principes un peu nouveaux. C'est vraiment... C'est une révolution copernicienne qui se présente du point de vue même de la pensée juridique, du point de vue de l'organisation sociale du pays. Et donc, c'est à ça qu'il faudrait s'attaquer aujourd'hui. Alors, il faut... je pense, solder les grands problèmes du présent et du passé, mais il va falloir très vite se poser des questions qu'on n'a pas encore ouvertes. Et voilà. Ça, c'est du domaine de la protection sociale aussi ? La clé de tout ça, c'est de commencer par unifier la protection sociale, par harmoniser et unifier la protection sociale. Voilà, parce que c'est à ce prix-là qu'on arrivera à protéger des gens dispersés et des relations d'activité fragmentées. On peut boucler, oui. Vous vouliez pas réagir ? Si, vous vouliez réagir ? Si, 2 minutes. Je réagirais sur... c'est compliqué de tout refaire. Moi, j'observe que c'est encore plus compliqué et on ne trouve pas de solution en voulant essayer d'améliorer les choses. C'est pour ça que je dis qu'il faut reprendre une page blanche. Je vous assure que quand on transcrit dans la loi des accords nationaux interprofessionnels signés majoritairement par les organisations patronales et syndicales, au bout d'un moment, vous venez de le dire, c'est illisible. Quand c'est illisible, je pense qu'il faut reprendre une page blanche. Et vous avez des grandes entreprises qui ont les moyens, qui ont les services pour digérer ce qu'on vote, pour digérer ce que les partenaires sociaux imaginent. Mais mettez-vous à la place des TPE et des PME. Moi, j'en rencontre tous
tous les jours. Chef d'entreprise, il doit tout faire. Développer son chiffre d'affaires, gérer ses salariés, travailler avec les banques, c'est juste impossible. Or, on sait aujourd'hui que ce sont les PME, les TPE qui créent les emplois. Je vous parlais du taux de chômage qui est effrayant dans notre pays, mais il y a tous les emplois qu'on ne crée pas aujourd'hui. Et le code du travail actuel n'est vraiment pas de nature à favoriser la création de nouveaux emplois. Et encore une fois, en voulant améliorer les choses, ça part d'une bonne volonté. Moi, j'observe qu'on les complexifie à chaque fois qu'on vote des lois et que derrière, alors là, ça nous échappe en plus totalement, on prend des décrets d'application. Et ensuite, on est obligé de nommer un ministre à la simplification administrative. Et ça fait 20 ans que j'entends les chefs d'entreprise nous dire arrêtez de complexifier. Donc, à un moment donné, je ne vois pas d'autre solution que la page blanche. Merci, mais ce sera le mot de la fin pour ce débat. Merci à vous deux d'avoir participé à ces entretiens de la cohésion sociale. Merci beaucoup.